La réforme des retraites, c'est devenu en fait quasiment un sujet récurrent, c'est-à-dire que tous les 5 ans, ça revient, ce terme-là, même historiquement, on ne sait plus de quelle année on parle. Quand on dit la réforme des retraites, on n'arrive même plus à savoir vraiment de quelle année il s'agit, de quelle décennie il s'agit, parce que c'est devenu une sorte de petit jeu politique, avec systématiquement les mêmes objectifs, et bien sûr les mêmes enjeux, à savoir satisfaire les marchés financiers qui peuvent récupérer un maximum du travail d'un pays, en l'occurrence la France. Alors ça fait un bout de temps que je voulais vous faire en studio un enregistrement de mon avis sur cette réforme des retraites qui a une fois de plus mis la France dans la rue, qui a une fois de plus acculé le gouvernement à utiliser le 49.3 alors qu'il avait été prévu vraiment dans la situation de la guerre d'Algérie. Enfin, De Gaulle, Debré n'aurait jamais utilisé le 49.3 pour faire passer un projet de réforme des retraites. En tout cas, pas celui-là, c'est absolument certain. Mais ils avaient prévu, bien entendu, que cet alinéa fût utilisé uniquement dans des situations de crise extrêmement graves et surtout que la Ve République tombât entre les mains de personnes responsables, ce qui n'est de toute évidence pas le cas aujourd'hui. La réforme des retraites, donc, de quoi est-ce qu'on parle en réalité? Quel est son contexte? Et pourquoi elle a créé une situation de crise, de quoi faire tomber le gouvernement Borne. On parle de plus en plus d'une arrivée de Darmanin comme Premier ministre, ce qui, à mon avis, serait vraiment le fond du fond. Mais l'annulation de la visite du roi Charles III a bien montré qu'il s'agissait de quelque chose de grave, d'autant que les Anglais nous avaient plus vraiment à la bonne depuis les événements du Stade de France. We have tickets for the football. And they will not let us in. There's hundreds of people running around causing trouble. We came from Italy to get here. We've travelled across Europe to get here. It's an absolute disgrace. Et encore une fois, les services de communication de l'Élysée n'ont pas été stellaires, puisque le matin, ils disaient que cette visite royale ne serait pas annulée, et en début d'après-midi, il y avait confirmation de son annulation qui rappelait que c'était quelque chose de grave. D'ailleurs, la BBC, elle, représentait un événement qui a été très très peu couvert par les médias français, à savoir quand même le fait que la mairie de Bordeaux a été en feu. Les copains, c'est sérieux là. Bordeaux's town hall set alight by protesters overnight. More than 1 million had taken to the streets across the country through the day. On a la mairie de Bordeaux qui a été en feu. Alors, certes, un feu rapidement maîtrisé, etc. C'était pas Bordeaux brûle-t-il, mais tout de même, ça vous prouve qu'on a des événements qui sont sociologiquement importants et qui sont d'une gravité, oui, sans précédent, même depuis les confinements et les premières crises des Gilets jaunes, mais qui sont en réalité les conséquences de ces abus sur les libertés publiques des Français. Alors, la retraite, c'est quoi? C'est le temps. C'est le temps de vie. Et on doit s'interroger en fait sur, selon moi, le seul et unique sujet politique qui est l'esclavage. Il n'y a qu'un sujet politique en toile de fond de l'histoire entière de l'humanité, et c'est l'esclavage. Vous prenez le temps des Romains, les esclaves pouvaient être noirs, blancs, roux, blonds, on s'en foutait, mais la totalité de la République romaine et de l'Empire romain par la suite reposait sur l'esclavage. Pompéi n'importait pas que des denrées. Les bateaux arrivaient aussi chargés d'esclaves. Et il ne faut surtout pas oublier que la grande civilisation romaine reposait sur l'esclavage. On ne pouvait pas envisager le fonctionnement de cette puissance qui a unifié la Méditerranée, qui est la seule dans l'histoire à avoir unifié la Méditerranée, avec sa langue si particulière qui est très moderne. D'ailleurs, le latin encore aujourd'hui, ça pourrait être la langue de Twitter, c'est une langue ultra concise. Avec cet avantage civilisationnel, cette réflexion, les Romains n'ont pas été foutus d'abolir l'esclavage. Et ensuite, on a eu le servage, la féodalité. Ça, c'est donc au début du Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce que Charles Martel n'a pas de quoi payer les seigneurs locaux pour lever une armée, donc il les paye en terrain et il leur donne donc des serfs qui sont dépendants de la terre, qui ne peuvent pas se déplacer, et ces serfs doivent nourrir les seigneurs locaux qui, eux, doivent pouvoir être levés pour l'ost et protéger les frontières. D'ailleurs, ça a donné le terme marquis. Le marquis, c'était celui qui protégeait les marches, donc les frontières. Mais bon, c'était mieux que l'esclavage du temps des Romains. Cela dit, on va devoir attendre tout de même le
19e siècle pour abolir définitivement l'esclavage dans presque tous les pays du monde, mais au début du XXe siècle, on a encore des zoos humains où on peut montrer des petites gamines des Philippines ou des enfants d'Afrique. C'est comme si on allait faire le tour du monde en un jour, on allait voir ces populations qui arrivaient ici. Et tout ça était intimement fabriqué. On inventait le sauvage et le public y allait parce qu'il était curieux. Il voulait voir des personnes qu'il ne verrait jamais de sa vie. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas le web, il n'y avait pas à l'époque les réseaux sociaux. Donc la meilleure manière de voir le monde, comme on ne pouvait pas aller les voir chez eux, c'était d'aller les voir au jardin d'acclimatation. Et on a encore, bien sûr, au XXIe siècle, des formes d'esclavage aggravées, prolongées. Mais l'idée de pouvoir accaparer le temps des humains, le temps des familles, elle a continué. Rappelez-vous, dans les années 50, un seul salaire du père de famille, en l'occurrence, aux États-Unis, suffisait à payer la voiture, parfois les voitures, la télévision, l'assurance maladie, la maison, et être propriétaire de sa maison, et puis aussi les études des jeunes. Et puis aujourd'hui, 2 salaires n'y suffisent pas. Alors oui, ça a été présenté comme de l'émancipation, comme le fait que la femme devait être émancipée. Mais qu'est-ce que c'est vraiment que l'émancipation ? C'est le choix. Or, on n'a eu qu'une demi-émancipation, dans le sens où oui, c'est tant mieux, la femme peut avoir un compte en banque. C'est vrai qu'on a attendu un certain temps en France, et c'est pas très glorieux, avant de donner le droit aux femmes d'avoir un compte en banque. Je voudrais ouvrir un compte en banque. Que faut-il que je fasse ? Bien madame, il faudrait que vous nous présentiez une carte d'identité et une autorisation maritale. Mais c'est une liberté subtile qu'il fallait viser, c'est-à-dire celle de pouvoir choisir, celle de faire en sorte qu'une femme puisse travailler, certes, mais qu'elle jouisse des fruits de son travail, pas que ces fruits de son travail soient accaparés par le besoin de payer le loyer. Aujourd'hui, on ne peut même plus être propriétaire si on est de la génération née après 1981. En tout cas, c'est devenu l'exception plutôt que la règle. Est-ce que c'est de la liberté, ça ? Est-ce que c'est finalement l'abolition de ce nouvel esclavage moderne qui est de vivre pour travailler, pour payer les factures, la voiture, l'assurance maladie dans le cas des États-Unis, et les études des enfants, pouvoir peut-être être propriétaire ou pas, en ayant 2 personnes qui travaillent dans le foyer. Ça, c'est pas du tout un progrès. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu bien sûr la révolution Internet, digitale, l'informatique, qui a explosé les leviers de productivité. Financé par le département de la Défense, l'agence de projets de recherche avancée a créé ARPANET, la première version d'Internet. Et pour en revenir à la réforme des retraites, toutes les personnes qui me sortent que oui, on a une population qui vit plus longtemps, oublient de sortir que la productivité a explosé également en France. De 1954 à 2023 aujourd'hui, la productivité a été multipliée par plus de 2, peut-être même 3. Donc, comment on peut continuer à dire que là où l'espérance de vie a dû avoir une croissance de 15%, la productivité, elle, a été multipliée par 2 ou 3, ou plus, et donc le système des retraites n'est pas soutenable ? C'est un mensonge. Je peux pas vous dire les choses autrement. Je suis là, sur Internet, pour vous faire du journalisme citoyen, et pour vous informer au-delà des médias des puissants qui vont vous donner évidemment le diapason du pouvoir, à savoir bien sûr qu'il faut travailler jusqu'à 70 ans bientôt, vous inquiétez pas, c'est par palier progressif, comme le peuple n'a pas beaucoup de mémoire, l'idée bien sûr c'est d'avancer ces pions lentement pour qu'on travaille jusqu'à 70 ans. Cependant qu'idéalement l'espérance de vie pourrait être réduite parce que oui, nous sommes trop sur Terre, enfin c'est évident, en tout cas tout un tas de gens pensent cela, ce sont les néo-malthusiens, ils sont les héritiers d'un mouvement de pensée qui a commencé à la fin du 19e siècle et qui considérait véritablement qu'il fallait faire preuve d'hygiène dans les populations, donc des stérilisations massives et donc bien entendu une limitation de la population mondiale. Rappelez-vous les fameuses pierres de guidance qui ont de façon très positive sauté dernièrement, même si ça a effacé leur mémoire sordide. One of the 4 granite panels on the Georgia Guidestones monument was reduced to rubble. Et ces pierres de guidance disaient clairement, écoutez, il faut qu'il y ait 500 millions d'habitants sur Terre. Et donc, à part un génocide ou un non-renouvellement, vous savez, c'est comme pour les postes, vous dites un non-renouvellement, les gens meurent et puis après, il n'y a plus assez de naissances. Si vous n'avez qu'1,2 enfants par femme, par exemple au Japon. Au Japon, désormais, seulement 1 personne sur 8 a moins de 14 ans. En échange, le nombre de personnes âgées augmente sans arrêt. Les plus de 65 ans constituent près de 30% de la population. Cette tendance démographique entraîne des conséquences. Déjà, le Japon compte plus d'animaux de compagnie que d'enfants. En Corée ou ailleurs, oui, c'est quelque chose qui va arriver. Et d'ailleurs, on a une bombe démographique qui attend le Japon, qui attend la Chine. L'avantage de cette bombe démographique pour le Japon, c'est que les prix de l'immobilier baissent, notamment
en campagne, vous pouvez au Japon acheter des maisons à 15 000 €, des maisons qui sont habitables directement, ce ne sont pas des ruines, il faut les retaper certes, mais elles sont habitables en soi, pour seulement 15 000 €, mais elles sont à la campagne. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec la digitalisation, avec les nouveaux services, les campagnes commencent à être de plus en plus attrayantes. Mais, pour revenir aux retraites, oui, c'est de la désinformation que de dire que notre système de retraite n'est pas soutenable. C'est totalement faux. Le déficit maximal, même le plus dingue possible, du système de retraite français, c'est 20 milliards. Mais pendant la crise Covid, vous savez, la fameuse crise où la grippe a disparu et où tous les cas de grippe sont devenus miraculeusement des cas de Covid, eh bien, on dépensait 1 milliard par mois en tests PCR. 1 milliard par mois, ça signifie que 20 mois de dépenses de tests PCR sont suffisants pour couvrir notre système de retraite. Et je vous parle même pas du surendettement de la France, 800 milliards. Mais mon Dieu, avec 800 milliards, on aurait pu relocaliser la capitale, refaire de nouvelles routes, qui n'auraient même pas eu besoin de péage. Figurez-vous, oui, les autoroutes sont rentables de toute façon, et cette rentabilité part bien sûr à l'étranger. On aurait pu investir dans les biodiesels marins, dans la culture d'algues dans la zone économique exclusive française, on aurait pu refaire notre système éducatif, nos écoles, ouvrir des lits d'hôpitaux et même peut-être déployer des trains Hyperloop dans toute la France. Mais on ne l'a pas fait. Parce que cette dette qui est le nouvel esclavage, comprenez-le bien, et l'esclavage est le seul et unique sujet politique. Fondamentalement, tous les sujets politiques se ramènent à l'esclavage, et tous les sujets qui se ramènent à l'esclavage se ramènent à la liberté. Or, la liberté, c'est le choix. A-t-on le choix? Alors oui, je suis d'accord, quand on aime son métier, et quand on a un sens à son travail, quand on a eu la chance et la persévérance de trouver son ikigai, et l'ikigai dans la version occidentale, les Japonais ne le ramènent pas uniquement à cela, mais l'ikigai dans la version occidentale, c'est fais ce que tu aimes, fais ce dont le monde a besoin, fais ce pourquoi tu peux être payé car il n'y a aucune honte à ça, et fais ce dans quoi tu es bon. Oui, quand vous avez trouvé votre ikigai, vous avez envie de travailler jusqu'à votre mort, à la Clint Eastwood. Et tant mieux pour lui. Clint Eastwood veut mourir en faisant des films. Et ce faisant, il est très productif pour sa nation, il crée des emplois, il a toute une équipe d'ailleurs à son âge, on travaille avec les mêmes personnes, on perd pas son temps. Matt Damon rappelait ses anecdotes que Clint Eastwood, une prise et c'est bon, ensuite il part jouer au golf. C'est de la productivité horaire exceptionnelle, il crée des emplois. Oui, le cas Clint Eastwood, c'est le cas idéal. Et bien sûr que j'encourage une nation à pratiquer ce cas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le choix. Si Clint Eastwood avait voulu s'arrêter même à 60 ans, bien sûr qu'il aurait pu. Dans son cas, il a été tellement productif toute sa vie qu'il pouvait s'arrêter même à 50 piges s'il voulait. Et c'est ça qu'une société moderne doit offrir, le choix. Exactement comme pour le travail des femmes. Oui, la possibilité pour les femmes de travailler et d'avoir un compte en banque est une bonne chose, mais le fait qu'elles n'aient plus le choix, le fait que dans un foyer, aujourd'hui, sans 2 salaires, vous ne puissiez plus vivre, eh ben ça, c'est une régression. Et c'est un esclavage subtil qui a permis d'accaparer la productivité individuelle pour l'envoyer dans les poches de certains, qui eux ne travaillent plus de toute évidence. Quand je vois des Clint Eastwood ou considérablement plus jeunes, des Charles Gave qui continuent à travailler bien au-delà de l'âge de la retraite possible. Bah oui, je comprends cette productivité et cet amour de leur travail. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait qu'une civilisation, une société, doit offrir le choix. Et le choix du départ à la retraite, en aucun cas, il est dans une situation, comme disait Margaret Thatcher, de Tina, c'est-à-dire « there is no alternative », ce n'est pas vrai. Notre système de retraite est parfaitement financé et finançable. Vous avez, encore une fois, avec l'argent qui a été jeté par les fenêtres dans les tests PCR pendant la pseudo-crise Covid et l'argent qui a été issu du surendettement de la France, les 800 milliards, évidemment, il y avait de quoi financer notre système des retraites. Non pas 10 fois, mais 40 fois, même en considérant que c'est 20 milliards le déficit. Quand on peut financer sur un coup de dette, 40 fois notre système des retraites, oui, je vais vous le dire clairement, tous les médias qui vous disent que cette réforme est nécessaire vous mentent frontalement, directement, sans aucune pitié. Ce n'est qu'un choix de société qui procède d'un avenir absolument sombre où les gens, justement, n'auront plus le choix, où le temps de vie des gens leur sera confisqué. J'ai parlé de la féodalité, mais il faut se rappeler que dans la féodalité, à cause des luttes de pouvoir qu'il y avait entre la noblesse et l'église, eh bien vous aviez un très grand nombre de jours chômés, jusqu'à 140 par an. 140 jours chômés par an, imaginez un petit peu ce que ça représente
par rapport à aujourd'hui. Où aujourd'hui, vous êtes obligé de travailler et c'est pas du tout un choix que vous avez. Et les fruits de votre travail sont accaparés. Et c'est pas du tout une analyse marxiste que de dire ça. C'est simplement regarder la vérité en face, que aujourd'hui, le temps de bras et d'attention humain, le temps de vie humain, c'est-à-dire que dans notre vie, nous n'avons que deux grandes ressources, le temps et l'attention. Eh bien, le temps, c'est la donnée de notre vie physique, l'attention, c'est la donnée de notre vie mentale, c'est notre vie intellectuelle, spirituelle, on pourrait dire, et ces deux données sont accaparées. Certains vous disent, mais de toute façon, vous avez l'attention machine, c'est comme ça que je l'appelle, c'est pas ces gens-là qui l'appellent comme ça, mais l'attention machine, c'est le terme comme peut-être homme silicium, on dit homme jour, homme heure, pour estimer par exemple le coût d'un chantier ou un projet, vous avez l'homme silicium, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, ce qu'elle peut faire en nombre d'hommes silicium, combien d'hommes il aurait fallu pour fournir un service d'intelligence artificielle. Quand l'IA vous fait un portrait, combien d'hommes jours ça aurait représenté, c'est ça l'homme silicium. Mais je préfère l'appeler l'attention machine, parce que vous aviez les chevaux vapeur qui vous disaient voilà, ça représente cette machine l'équivalent de temps de poney Shetland pour les mines, c'était vraiment comme ça que ça avait été pensé, le cheval vapeur. Eh bien, vous avez l'attention machine. Et les dystopiens, les transhumanistes extrêmes, je sais qu'il y a plusieurs branches du transhumanisme et je ne les accable pas toutes, mais les transhumanistes extrêmes, qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y a des hommes qui servent à rien, et donc il nous faut le meilleur des mondes, il nous faut un sous-peuple génétique, exactement comme dans les technopères et les métabarons, vous avez des bossus génétiquement modifiés qui sont avilis parce que ça vient du meilleur des mondes d'Aldous Huxley, et donc cette sous-population, ce sous-prolétariat génétique qu'on doit totalement contrôler même dans ses données biologiques, c'est-à-dire la possibilité ou non qu'ils se reproduisent. Vous avez eu, il faut le savoir, même des gens que j'admire beaucoup, et qui sont des scientifiques exceptionnels, comme Linus Pauling, un immense monsieur qui a eu le prix Nobel de la paix mérité, et le prix Nobel de chimie, et le mec aurait pu avoir 4 prix Nobel, parce qu'il a aussi découvert l'hélice alpha en biochimie, ça aurait mérité un prix Nobel en soi, il a découvert les origines de la drépanocytose, ça aurait mérité un prix Nobel en soi, il a travaillé sur les substituts sanguins avec Harvey Itano, ça aurait mérité un prix Nobel en soi, et il était à 2 doigts de trouver la structure de l'ADN, il pensait que c'était une triple hélice, il était vraiment très proche. Mais Linus Pauling, il était totalement pour que des gens qui aient des tares génétiques aient une croix sur le front, cache, pour qu'ils puissent pas se reproduire. Et on sait aujourd'hui, avec le concept de pléiotropie antagoniste en biologie, les années passèrent et les découvertes en génétique se multiplièrent. Certaines appuyèrent la loi de Mendel, tandis que d'autres les opposèrent. Il vint alors la découverte des gènes pléiotropes. Des gènes qui n'en font qu'à leur tête, ne respectant pas la loi de Mendel, affirmant qu'un gène sur un chromosome agit sur un seul caractère. Que quand vous essayez d'optimiser quelque chose, eh bien vous risquez d'obtenir une maladie à côté, un phénomène ancillaire. Par exemple, l'apparition de la drépanocytose, c'est parce qu'elle offre une résistance au palu. Et le fait qu'elle ait une grande prévalence en Afrique, c'est parce que elle a offert sur des générations un petit 10 ou 15%, je ne sais plus, de résistance au palu qui a justifié en fait que dans la sélection naturelle, elle exista de cette façon en Afrique. La drépanocytose est une maladie génétique. C'est d'ailleurs la maladie génétique la plus fréquente dans l'ensemble de l'espèce humaine. Alors c'est une maladie qui affecte le sang, et plus particulièrement dans le sang, les globules rouges, à l'intérieur desquels donc, on trouve l'hémoglobine. Et donc dans la drépanocytose, l'hémoglobine elle est malade. Les globules rouges du malade vont se déformer pour prendre cette forme en fossile, et le résultat est que ces petits globules rouges en forme de fossiles rigides vont provoquer des occlusions dans les petits vaisseaux. Et ces épées à double tranchant génétique, c'est ce qu'on appelle en biologie la pléiotropie inverse. Et quand on a des transhumanistes qui vous disent il faut impérativement sélectionner le génome et contrôler par le biopouvoir, contrôler les données génétiques du bas peuple, et peut-être même évidemment de l'élite, mais les contrôler autrement, à mon avis, ils vont au-devant d'une grande déconvenue, justement à cause de cette pléiotropie antagoniste. Eh bien, vous avez des gens qui n'ont pas compris comment fonctionne la biologie, mais qui pensent encore comme au 19e siècle. Ce sont les malthusiens. Donc dans le système des retraites, pourquoi le malthusianisme est toujours là en filigrane? Parce que, je peux pas le dire autrement, vous avez une conception du monde, une conception de l'avenir, dans lequel il faut contrôler par le biopouvoir l'attention et le temps des populations et faire en sorte qu'elles travaillent ad vitam aeternam. Maintenant,
Ce que je reproche considérablement aux gens qui sont issus de la tradition cégéto-marxiste, c'est pas moi qui utilise ce terme, c'est Bernard Friot, mais aussi Frédéric Lordon, c'est qu'ils n'ont absolument pas compris ce que Proudhon avait parfaitement compris, et Proudhon est beaucoup trop sous-estimé. En France, on s'est laissé envahir par la pensée allemande, fondamentalement. On a des penseurs français d'élite, Bastiat et Proudhon, qui à eux deux fondent tout le système droite-gauche idéal en France, même s'ils se sont beaucoup critiqués mutuellement, leur équilibre intellectuel est un système parfait pour la France. Eh bien, Bastiat et Proudhon avaient compris ce que Marx n'avait pas compris, à savoir que l'État, quand on lui donne du pouvoir, il en abuse, et en particulier que quand on donne à l'État le pouvoir de gérer nos retraites, eh bien, évidemment, on verse dans un trou noir de dette centralisée où l'État peut confisquer vos économies. Et oui, les traditionnels cégéto-marxistes vous disent, par exemple, qu'en France, ce ne sont pas des charges patronales, ce ne sont pas des charges salariales, c'est du salaire différé. Bien entendu, les entrepreneurs en France sont pas du tout d'accord, parce que eux, ils voient que s'ils veulent intéresser un salarié à hauteur de 2000 €, ils vont devoir payer autour de 3008, décaisser 3008, dont, parce qu'ils sont pragmatiques, ils savent que le salarié n'a absolument pas la garantie d'en voir la couleur. Sans parler du fait qu'en économie, un sou aujourd'hui vaut beaucoup plus qu'un sou après-demain. Ça, c'est un principe fondamental en économie qui est court-circuité quand on décide de confier ces 1800 € supplémentaires à l'État. L'État dont on a vu en France qu'il ne sait pas gérer les finances. Calm down. Calm down. Puisqu'il est surendetté aujourd'hui à hauteur de plus de 140 ou 160% du PIB, ce qui est quelque chose d'absolument diabolique, honteux, abominable. Je ne peux pas dire les choses autrement. Donc, ce que n'ont pas compris selon moi les cégéto-marxistes, et encore une fois, c'est pas un terme caricatural que j'utilise, c'est le terme de Bernard Friot, c'est que quand vous cotisez pour votre retraite, l'État peut vous confisquer cet argent ou ce temps, voyez-le comme vous voulez, exactement comme une banque confisquerait sur votre compte. Dirait, écoutez, voilà, frais de gestion, hop là, je récupère ces années de travail, ces années de salaire. Comprenez que ce sont des années de salaire qui ont été confisquées. En Grèce, on a bien vu, quand les fonctionnaires se sont retrouvés du jour au lendemain à devoir travailler 2, 3, 4 années supplémentaires. Des erreurs ont été commises dans la gestion de la crise grecque, tant du côté d'Athènes que du côté européen. C'est ce qu'a déclaré le commissaire européen Pierre Moscovici dans une interview exclusive accordée à Euronews à l'occasion de la sortie de la Grèce de son 3e et dernier plan d'aide. Mais 4 ans de salaire 4 ans de salaire, ça représente combien d'économies? Considérez que c'est comme si une banque, et en faisant de l'État la banque des cotisations de retraite, c'est ça qu'il se passe, bien c'est comme si une banque avait confisqué 1 an, 2 ans, 3 ans de votre salaire. Alors certes, c'est pas tout le salaire, puisque ce ne sont que les cotisations, les charges. Mais si, pour payer quelqu'un 2000 €, vous devez payer 3008, bah c'est quasiment comme si vous aviez confisqué tout son salaire qu'il avait placé, qui avait été mis en banque. Donc, entre le système de retraite par capitalisation, où on voit des fonds de pension aux États-Unis qui peuvent déconner sec, et qui peuvent complètement ravager les retraites, même des fonds de pension qui sont dédiés aux fonctionnaires, par exemple les fonctionnaires de l'État de Californie, peuvent déconner sec et faire de mauvais investissements. On l'a vu aujourd'hui avec l'effondrement des banques, si vous aviez placé votre argent sur une bancaire, vous aviez perdu 95% de votre placement. Ces tout derniers jours, plusieurs places financières ont subi des turbulences importantes. Ces turbulences ont déstabilisé les banques les plus fragiles, et ça a été le cas pour le Crédit Suisse. Et ce, malgré une bonne capitalisation, eh bien, le Crédit Suisse a perdu la confiance des marchés. Le système que j'aurais totalement favorisé, c'est un système de coopérative régionale interdépendantes, c'est-à-dire qu'elles s'assurent mutuellement. Certes, ça peut créer des risques systémiques, rien n'est parfait, mais au moins, ça permet d'éviter qu'on ait une coopérative qui soit en banqueroute totale. Mais le modèle de Proudhon et le modèle de Bastiat auraient été celui-là. On cotise dans une caisse régionale qui a une grande indépendance et un niveau de cloisonnement important, dans laquelle on respecte un principe simple qui serait pas de cotisation sans représentation, comme on n'a pas de taxation sans représentation dans l'histoire américaine, une des origines fondamentales de la Révolution américaine, c'est ce principe-là. Eh bien, pas de cotisation sans représentation, on a des caisses régionales, et si vous partez à l'étranger ou autre, eh bien, vous pouvez récupérer avec peut-être un système de malus, comme ça se fait en Australie d'ailleurs pour les travailleurs journaliers ou les travailleurs saisonniers. Si vous avez travaillé dans les vignes en Australie et que vous quittez le pays, vous récupérez vos cotisations et le système est assez simple et direct. Voilà évidemment ce que j'aurais encouragé. Mais cette réforme, et ce terme vraiment est abominable, des retraites, a montré d'une part qu'on avait un gouvernement aux abois, a montré aussi que tant qu'on n'aura pas de démocratie directe, et comprenez bien que la démocratie directe,
est ce que le courant de pensée du Forum économique mondial, le courant de pensée des grandes familles malthusiennes de la fin du 19e siècle qui ont encore un impact politique aujourd'hui, ne veut absolument pas voir arriver. La démocratie directe, ce serait la fin de tous les maux aujourd'hui qui font que les Français sont dans la rue. Eh bien, cette démocratie directe, tout est fait pour qu'on n'en parle pas, pour qu'elle n'arrive jamais. Selon certains penseurs, et je pense à Juan Branco, dont le thème vraiment du dernier ouvrage est absolument clair, tant qu'on remplacera les barricades par les barbecues, on n'aura jamais de démocratie directe en France. Et c'est vrai que le syndicalisme français aujourd'hui, quelles que soient ses tendances, a remplacé les barricades par les barbecues. On n'a plus de barricades aujourd'hui. Pourtant, ce sont les barricades qui ont fait l'histoire de France. Et le point de vue de Juan Branco est qu'il n'est pas possible d'avoir une démocratie directe sans barricades en France. Ce que je vois aujourd'hui en tout cas, c'est que le gouvernement a été mis dans une position extrêmement difficile, que le système politique des Républicains est complètement à bout de souffle et qu'aujourd'hui on peut même considérer qu'il a creusé sa tombe tout seul en votant dans le sens de Renaissance, La République en marche, etc. LR, EM, c'était peut-être pour éviter cet amalgame d'ailleurs que Macron a renommé son système politique Renaissance. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que la réforme ou pseudo-réforme des retraites n'est uniquement voulue que par les marchés financiers, qu'elle n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout nécessaire, que bien entendu, une civilisation, une société moderne est une société qui laisse le choix, en particulier pour les travailleurs pénibles, et bien entendu pas cette réforme bidon où on a de grandes inégalités comme ceux qui ont commencé à 16 ans à travailler versus ceux qui ont commencé à 18 ans, ceux-là sont désavantagés. On a tout un tas d'aspects de ce texte de loi qui sont bidons, ni faits, ni à faire. Mais tant que les Français n'auront pas une démocratie directe, eh bien, leur temps, leur sang, leur vie seront accaparés.